nous sommes convaincus d'une chose, c'est que l'innovation sociale que nos associations portent depuis toujours constitue un formidable levier pour répondre aux besoins d'accompagnement des personnes en situation de handicap. C'est pour cette raison que la Fédération s'est donnée comme mission de développer ces innovations sociales, de les faire connaître, mais aussi de travailler aux conditions de leur pérennisation. Mais pour cela, elle s'est fixé des principes directeurs. En premier lieu, construire ces projets en nous adossant à des partenaires experts dans l'optique d'une collaboration qui soit une collaboration durable. En deuxième lieu, que penser notre action qui doit se faire en étroite collaboration, ou en tout cas en étroite articulation avec les politiques publiques, y associer les décideurs, qu'ils soient nationaux ou territoriaux. Le thème du séminaire qui nous réunit aujourd'hui est, à mon sens, une très belle illustration de cette philosophie d'action qui est la nôtre. Tout d'abord, des convictions. La conviction que la lutte contre la fracture numérique concerne tout citoyen, et donc que c'est un moyen de favoriser l'accompagnement, l'épanouissement et l'autonomie des personnes handicapées, et d'en faire des citoyens connectés, donc au final des citoyens comme tous les autres. La certitude que les nouvelles technologies sont un levier d'évolution des pratiques professionnelles au sein des établissements et services médico-sociaux. À ce titre, elles se doivent d'être un élément facilitateur, notamment pour la diffusion dans nos établissements des recommandations de la HAS, de l'ANESM, pour l'accompagnement des personnes avec autisme. Une conviction, puis des rencontres. Une rencontre. Learn & Joy, ou plus précisément Gaëlle, maman de Louis, qui est fondatrice et présidente d'une start-up qui s'appelle Learn & Joy, totalement engagée dans son projet. Une start-up qui s'est développée et qui s'est spécialisée dans le développement d'applications sur tablette numérique. Et puis, Joël l'a rappelé, la présence à nos côtés d'AG2R La Mondiale depuis 2012 sur le thème de l'autisme, qui nous a permis de constituer ce magnifique partenariat et de finaliser le cadre de ce projet et de lancer cette expérimentation. Et voilà quelques résultats. D'abord des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui traduisent l'ambition et l'impact du projet. De 2013 à 2016, vous avez été 31 établissements sociaux et médico-sociaux à utiliser des tablettes numériques assorties des applications Learn & Joy. Les professionnels ont partagé, ont participé, mais également les parents. Et ce point est fondamental, quand on sait l'absolue nécessité de garantir la continuité des apprentissages dans l'établissement, bien sûr, mais aussi à domicile ou à l'école. Donc au total, ce sont 542 personnes qui ont été accompagnées, 366 professionnels formés et 279 familles impliquées dans la démarche. Je crois qu'au-delà des chiffres, ça montre effectivement l'impact et l'ambition du projet. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, mais comme je l'ai dit, je préfère parler d'un point d'étape, et c'est l'objet de ce séminaire qui nous réunit. Vous vous rendrez compte donc tout au long de cette journée des bénéfices multiples de l'expérimentation. Il nous est désormais plus possible de douter des apports du numérique pour améliorer l'accompagnement des personnes en situation de handicap et faire évoluer les pratiques professionnelles dès lors que ceci est envisagé de manière organisée et évaluée. Ce séminaire, à travers la table ronde de cet après-midi, est aussi l'occasion d'évoquer les perspectives d'essaimage et de pérennisation du dispositif. Nous sommes profondément convaincus qu'il doit être porté et accompagné par les politiques publiques, seuls à même de garantir une réelle équité d'accès à tous nos citoyens porteurs d'autisme ou d'un autre handicap. Ce niveau d'engagement nécessite de définir une gouvernance et un modus operandi en lien avec les projets politiques. Je pense par exemple au plan autisme ou au plan régionaux de santé et autres dispositifs nationaux ou régionaux. À titre d'exemple, je citerai le fait que les applications Learn & Joy soient conformes au référentiel de l'éducation nationale, autorisent des passerelles avec l'école et offrent de nouvelles perspectives de collaboration entre le médico-social et le cadre scolaire. Voilà quelques propos sur un projet dont nous sommes fiers et de cette collaboration avec Learn & Joy et AG2R.
Les applications Learn Enjoy, c'est ça, c'est aujourd'hui des applications qui matérialisent dans des activités simples les compétences d'un enfant qui a entre 18 mois et 6 ans. On est vraiment dans une approche développementale, on est en phase avec les approches comportementales, c'est-à-dire toutes ces approches qui visent à augmenter les comportements positifs, les comportements d'estime de soi, les comportements de travail, les comportements de jeu partagé, les comportements relationnels positifs. Et donc, approche développementale comportementale sur la base de méthodologies validées aujourd'hui par la Haute Autorité de Santé, mais qui n'étaient à l'époque pas encore validées par la Haute Autorité de Santé, et qu'on a packagé avec ces professionnels dans l'outil tablette numérique. Mon expérience professionnelle m'avait appris que l'outil informatique ou technologique, c'est un moyen d'exposer de la connaissance, mais c'est aussi, par des flux informatiques en retour, vers la base de données, vers le serveur, un moyen de recueillir une information fine. Et donc une information d'évaluation, finalement, du jeune qui utilise. Et les applications Learn Enjoy, ce sont aussi des outils d'évaluation, chemin faisant, qui permettent de voir si l'enseignement qu'on a proposé est efficace, atteint son but et se traduit par une compétence, ou si cet enseignement doit être adapté parce qu'il est peut-être trop ambitieux ou pas assez pour le jeune qui s'ennuie, ou si la manière dont on l'aide à apprendre est bonne, on verra qu'il progresse. Si elle doit être ajustée, on va le voir au résultat. Et donc, il est essentiel aussi vraiment d'intégrer cette information sur notre approche évaluative, approche bienveillante, mais aussi approche rigoureuse et rationnelle. Ces applications sont en lien avec le réel, avec la vraie vie, l'environnement naturel, comme on dit. Et ce ne sont pas des applications qui visent à faire travailler l'enfant ou le jeune uniquement sur la tablette. Ce sont véritablement des outils qui permettent d'entrer dans une compétence via ce support ergonomique, mais dans un but de transposer dans la vraie vie. Il ne sert à rien de trier des images sur un écran. Ça n'a aucune utilité dans la vie. En revanche, c'est un prérequis de comprendre ce que c'est que le tri, voire le tri complexe, pour arriver après à trier des objets qui sont à ranger, des objets qui sont à assembler, des objets tout simplement sortis de lave-vaisselle dans la vie quotidienne et qui vont ensemble. Donc on est toujours sur des exercices à faire dans la tablette, mais aussi des indications d'exercices qui visent à transposer ces connaissances et compétences dans la vraie vie, en 3 dimensions. Et c'est une chose à laquelle nous tenons énormément. Et enfin, ce sont des outils en lien avec les programmes scolaires pour la partie des petits ou des plus grands, car finalement, apprendre à lire à 17 ans, c'est mieux que de ne pas apprendre à lire du tout. Et donc, nous partons du principe qui pour moi était une vraie source d'étonnement en tant que personne arrivant tardivement dans le monde du handicap. Oui, ce qui est essentiel, ça n'est pas de savoir si c'est de son âge d'apprendre à lire. Ce qui est essentiel, c'est que la personne, si on estime que dans sa vie, ça peut lui être profitable, eh bien, on lui donne les moyens en ajoutant des petites marches intermédiaires entre les grandes marches de l'escalier de la connaissance. On lui donne les moyens de gravir cet escalier de la connaissance, quel que soit son âge. Partager entre professionnels et aidants pour engager une continuité dans les interventions. Donc comment je mets comme partie prenante d'autres personnes, d'autres professionnels que moi, qui suis directement en lien avec la personne, avec la famille et avec l'outil. Et puis ça permet de soutenir le parcours malgré les changements d'établissement et de lieu de vie. Mais ça nous amène, comme beaucoup de démarches d'accompagnement que nous menons au sein de nos associations, à réinterroger le projet d'établissement et le projet associatif. C'est-à-dire que nos pratiques que nous modifions, eh bien, nous amènent à être plus partie prenante dans ce qu'est le projet d'établissement et le projet associatif au service de la personne que nous accueillons ou que nous accompagnons. Et donc, ça dépasse les professionnels et ça touche l'ensemble de l'association et l'ensemble de l'organisation. Les facteurs clés de succès, c'est que quand on se lance dans cette démarche, eh bien, il faut comprendre les enjeux et les attendus du projet. C'est-à-dire l'écrire, le définir, le phaser. C'est une conduite de projet. Nommer un référent projet stable et identifié de tous, ça c'est important.
mettre en place un dispositif de suivi spécifique aux familles, ajuster régulièrement les projets de chaque personne accueillie, faire intervenir un référent externe et anticiper le turnover des professionnels. On a commencé l'expérimentation, comme je vous le disais, en juin 2015, auprès de 9 enfants, dont 4 enfants autistes et 5 déficients intellectuels. C'est vrai que ça a été beaucoup présenté, Learn and Joy, comme un outil pour les enfants autistes, mais on a pu constater, nous en tout cas, que ça fonctionnait très très bien pour les enfants déficients intellectuels, dont 2 enfants trisomiques et un enfant porteur d'X fragile. Et vraiment, ça a été aussi une belle réussite. Donc c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouvert aux enfants autistes, mais aussi aux enfants non porteurs d'autisme et aux enfants déficients. Ça fonctionne très très bien. Nous avons souhaité aussi former une équipe pluridisciplinaire sur ce projet parce qu'effectivement au départ on se disait l'outil pourrait être réservé pour les éducateurs, mais on a aussi initié l'orthophoniste, l'enseignant spécialisé, la professeure d'activité physique adaptée. Et finalement, c'est intéressant cette pluridisciplinarité aussi autour de l'outil Learn and Joy, parce que chacun avec son regard peut utiliser l'outil et apporter aussi sa compétence dans l'évolution de l'enfant. Ce qui a été aussi extrêmement innovant pour nous, et ce qui est, je pense, là, ça nous a vraiment changé et apporté au niveau de notre pratique institutionnelle, c'est finalement la formation avec les familles. C'est vrai que ça fait partie, travailler avec Learn and Joy, c'est aussi partir du postulat de travailler avec les familles et de se former au départ avec les familles. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait pensé il y a quelques années. L'équipe de direction avait proposé qu'on puisse faire des formations, notamment les formations PEX avec les familles. Et à cette époque-là, les professionnels de notre établissement n'étaient pas du tout prêts. C'est-à-dire qu'on doutait, je pense, du regard des familles, de se former en même temps. C'était compliqué. Et puis, l'outil Learn and Joy, en fait, arrive avec ce postulat. Directement, de toute façon, c'est les familles et les professionnels directement autour de la table. Donc, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu le choix du débat. On y est allé. Et on a vraiment, véritablement vu le changement. Aurore va en parler tout à l'heure, mais ça a créé vraiment une nouvelle dynamique institutionnelle et un nouveau partenariat avec les familles. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voulait venir nous témoigner ici, parce que c'est le deuxième effet, finalement, de l'outil Learn and Joy. Le premier effet, c'est bien entendu l'évolution de l'enfant, mais le deuxième effet, c'est aussi une nouvelle dynamique institutionnelle et une nouvelle collaboration avec les familles. Ce que je voulais aussi vous dire dans mon témoignage, c'est que l'outil Learn and Joy, et ça vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ça crée une nouvelle dynamique collective institutionnelle. Au-delà effectivement d'apporter une nouvelle pédagogie aux professionnels, je pense qu'on peut se saisir de ça pour apporter une nouvelle dynamique institutionnelle au niveau du partage entre les professionnels. Nous, une fois qu'on a mis en place l'expérimentation et du temps de travail régulier avec les enfants, Aurore va vous l'expliquer, on a mis en place des commissions que j'animais, où les professionnels se rencontraient et partageaient finalement le travail avec les enfants. Et ça a créé un espace d'échange et de regard aussi entre les professionnels, et ça aussi, ça emmène une nouvelle dynamique intéressante. Je trouve que le système de prêt aussi, parce que ça veut dire que s'engager de travailler avec les familles, c'est de leur permettre aussi de reprendre le travail qui est fait à l'IME et de le reprendre à domicile. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les familles. Parce que quand les familles, elles arrivent à l'IME, elles ont parfois connu l'école, leur enfant a connu l'école avec le système de devoirs, de cartables, etc. Et parfois, quand l'enfant arrive à l'IME, on arrête le cartable, on arrête les devoirs parce que il n'y a plus de devoirs. Et ça, pour les familles, je pense que c'est quelque chose qui est difficile. Et le fait que l'enfant reparte avec la tablette, ait des devoirs à faire, alors c'est un système de devoirs, on n'appelle pas ça comme ça, mais en tout cas, continue le travail qui est fait à l'IME avec la tablette, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant, porteur. L'enfant se sent aussi reconnu à la maison, comme son frère et sa sœur. Il a des choses à faire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant et valorisant. Et ça assure une continuité entre ce qui est fait à l'IME et à l'école. Voilà, donc j'ai essayé de relever un petit peu des points forts pour nous, en tout cas ce qu'on a senti au niveau de la dynamique, au-delà de l'enfant, mais la dynamique institutionnelle et la dynamique avec les familles. Et je trouve qu'après 1 an d'expérience, parce que finalement on a commencé mi-juin, là on est à 1 an d'expérience, on remarque globalement que le potentiel des enfants a vraiment bien évolué, aussi bien chez les enfants autistes que chez les enfants déficients intellectuels.
Grâce au système d'évaluation, on a pu aussi mesurer objectivement les progrès des enfants. Je crois que c'est ce qui nous manque aussi dans les IME, enfin en tout cas je parle pour ma part, par rapport à mon expérience, de systèmes d'évaluation concret, objectif, dans lequel on peut vraiment bien mesurer les progrès des enfants. Donc ça, Learn and Joy fait partie aussi du programme où il y a cette évaluation objective qui permet vraiment de rendre quelque chose d'objectif aux familles. Les bénéfices pour moi dans ma classe, c'est vraiment partie intégrante de la classe. J'ai vu clairement chez les jeunes un premier bénéfice flagrant, c'est la motivation. La motivation pour des jeunes pour qui le fait d'apprendre était à la base très compliqué, très angoissant. Le fait d'avoir intégré cet outil, je pense que pour certains, effectivement, ils venaient en classe au début, pas pour moi, clairement, parce qu'ils savaient qu'il y aurait un moment où ils allaient pouvoir travailler sur cet outil qui est motivant, quel que soit le type de handicap de mes jeunes. Ils ont tous eu la même réaction. D'un coup, les stéréotypies disparaissent, d'un coup, le regard est là, et l'intérêt est là. Donc voilà, on peut entamer vraiment un travail d'apprentissage avec cet outil. Et voilà, au début, certains, on faisait que de la tablette, et puis progressivement, on décale, progressivement, on amène d'autres apprentissages. Mais toujours en gardant cette tablette parce que c'est vraiment un outil qui est riche. Je ne fais pas que Learn and Joy, mais je sers principalement de Learn and Joy. C'est très riche, mais ça a vraiment redonné le désir d'apprendre, l'envie de venir pour beaucoup de jeunes, effectivement. Aujourd'hui, tous les jeunes, il n'y en a plus un seul qui oppose une résistance au moment de donner en classe. En général, la classe, c'est Thomas, hop. Et il faut que je les suive pour aller jusqu'à la classe. En général, il n'y a vraiment plus aucun problème avec ça. Voilà, déjà, rien que ça, c'est un pari gagné d'avoir ça. Ensuite, un autre gros bénéfice, effectivement, c'est les progrès des jeunes. Beaucoup de jeunes pour qui, face à la tablette, il y a du langage, alors qu'avec moi, il y en a très peu. C'est très difficile de les amener à répéter avec la tablette, parce que c'est un médium différent d'un être humain, c'est une tablette. Naturellement, il y a du langage, ils sont en répétition du travail fait avec la tablette. Ça crée vraiment, je suis en train de rechercher tous les bénéfices parce qu'il y en a quand même pas mal. Au niveau institutionnel, j'entendais beaucoup parler avant avec les parents. Moi, c'est surtout au sein de l'équipe en fait où j'ai vu, ça m'a permis de faire sortir ma classe un peu, d'essaimer dans les restes des groupes éducatifs, parce que c'est vrai que c'était plutôt on envoie les jeunes en classe, ce qui s'y passe on ne sait pas trop, ils reviennent. Maintenant, vraiment, il y a un vrai partage, un vrai échange, une réflexion, parce que progressivement, les éducateurs ont mis en place un travail individuel avec la tablette. Ils faisaient déjà du travail individuel, mais ils se sont appropriés la tablette. J'étais le premier à m'en servir, j'ai essayé de diffuser, de montrer l'intérêt que ce soit repris. Et puis, c'est aussi intérêt pour eux, ils ne savaient pas forcément qu'est-ce qu'on va faire dans ce travail individuel. Donc, du coup, ça a initié un vrai travail d'échange sur les activités sur tablette, mais aussi toutes les autres activités qu'ils peuvent mettre en place lors de ce travail individuel. Ça m'a vraiment permis de sortir de ma classe, montrer ce qu'ils sont capables de faire dans la classe, avec beaucoup de surprises pour certaines personnes qui ne se rendaient pas compte des capacités que certains jeunes ont. Effectivement, c'est aussi un des bénéfices, c'est les compétences que j'ai découvertes d'un coup. J'aurais jamais cru que tel jeune était capable, qui est non-verbal, a des compétences en communication réceptive. J'étais bluffé. Vraiment, et régulièrement, je suis bluffé. Et avec cet outil, ça permet vraiment d'aider à dévoiler certaines compétences qu'on a énormément de mal à voir et à évaluer dans d'autres circonstances. Comment est-ce que vous pouvez, si vous soutenez ce genre de dispositif, comment est-ce que vous pouvez contribuer à leur pérennisation ? Pas seul, justement, oui, j'imagine. Oui. Mais alors, justement, comment est-ce que... Voilà, quels sont vos outils ? Oui. Alors, je rappellerai juste que les CNSA ont deux sources principales de financement. Une source qui vient de la Caisse nationale de la solidarité et de l'autonomie, la CNSA. Puis nous avons aussi un fonds d'intervention régional. Très, très clairement, l'éducation nationale soutient déjà... le développement de School, sous votre contrôle, Madame Regnault. Donc, il faut chercher des cofinancements. Et puis après, on est sur des fonds publics. Il y a quand même des fonds publics pérennes qui existent dans les établissements médico-sociaux. Et la voie royale qui s'ouvre à nous, c'est la contractualisation. Donc, dans le cas des contractualisations, il faut que vous puissiez négocier avec vos agences régionales de santé respectives, les autres collectivités éventuellement, après, quand on est sur un champ plus adulte,
parce que ça va se développer, les outils numériques, évidemment, sur ce secteur-là aussi. Il faut pouvoir négocier la réserve de crédit dédiée pour ce type d'action qui devrait se généraliser. Je pense que sur le bien fondé, on est tous d'accord, on est unanime. En termes de partenariat, on peut financer la formation et la supervision, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, on peut le financer de plusieurs manières. Le plus classique et le plus sûr, c'est le budget plan de formation des établissements adhérents. Donc, ce qu'on appelle maintenant le CIFA, UNIFAF, donc le compte investissement formation adhérent. C'est la première source de financement et là, l'établissement en est complètement maître. Donc c'est des budgets qui sont limités maintenant, surtout avec la loi de réforme de la formation professionnelle, mais ils existent quand même. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est mobiliser des fonds mutualisés. Donc la mobilisation de fonds mutualisés, elle peut se faire au niveau régional, donc en prenant contact avec votre conseillère ou conseiller préféré d'UNIFAF de votre région. Vous allez lui présenter des budgets formation qui sont contraints avec plein de projets et votre conseiller va dire tel projet, je peux le soutenir avec des fonds mutualisés. Et ce dispositif-là me semble tout à fait éligible à ce qu'on appelle chez nous mutualisé de branche. C'est quand même les champions pour Axe les cibles, 2, oui, désolé pour le jargon, mais ceux qui concrètement feront la demande, ça parlera tout de suite. Donc on a possibilité de mobiliser ces fonds-là. Et puis il y aurait une troisième possibilité, c'est qu'une décision soit prise au niveau national de financer un projet tel que celui-ci, mais là il n'en va pas de mon ressort, c'est les administrateurs nationaux qui peuvent prendre cette décision. Avec une certaine ironie finalement, parce que le numérique ça paraissait froid et solitaire, et ben le numérique il permet de faciliter l'interaction sociale, et c'est dans ces cas-là qu'il est efficace. C'est quand le numérique est proposé à un enfant, un adolescent, un adulte, avec un accompagnant qui va contrôler son activité. En combien d'années ou de mois ou que sais-je, ou combien d'enfants faudrait-il pour que vraiment les avancées que cela permet en matière de recherche soient significatives? Écoutez, je peux vous donner une réponse assez claire. Pour faire une recherche publiable dans une revue à comité de lecture, en gros, il faut 1 an. Et quand on fait une recherche publiable, quand on travaille sur l'enfant, l'adolescent, on prend un échantillon. Okay, et l'échantillon, pour une recherche publiable, ça va être une centaine d'enfants pour un article. Au grand max, il y a plein de recherches qui sont faites, surtout quand c'est des patients, avec une cinquantaine d'enfants. Un outil comme Learn & Enjoy, ça permet de faire dans la même durée, c'est-à-dire en 1 an, de développer des connaissances scientifiques, mais avec un nombre d'enfants décuplé. Au lieu d'en avoir 50, vous pouvez en avoir potentiellement 500, si tant est que ce type d'expérience est un petit peu généralisé sur le territoire. Avec l'autisme, il faut savoir qu'en recherche, il y a toujours des groupes contrôle. Et si on étudie par exemple une nouvelle façon innovante d'apprendre à un enfant ou d'apprendre à un adolescent, on va apprendre à des sujets autistes, mais il y aura un groupe contrôle. Et cette même question sur le mécanisme cognitif ou métacognitif qui va permettre de mieux apprendre, elle se pose dans le cadre du développement atypique comme dans le cadre du développement typique. Donc à chaque fois, une recherche sur l'autisme, c'est toujours une double recherche qui est à la fois sur l'autisme et sur le sujet banal. Oui, c'est ça. On dit souvent que ce qui bénéficie aux uns bénéficie aux autres. C'est aussi une forme de renvoi d'ascenseur du secteur médico-social vers le je sais pas comment dire, vers le secteur qui ne l'est pas, on va dire. C'est le réciproque indispensable. Ce projet est un rayonnement. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été évoqué par l'un des intervenants ce matin, c'est un rayonnement parce que, en fait, il irradie, si je puis dire, à la fois la structure dans laquelle le projet est installé, mais aussi l'ensemble des acteurs qui contribuent à la réussite de ce projet. En fait, ce qui a été évoqué ce matin, c'est, par exemple, le fait que ça a renoué ou ça nouait, ou ça a permis de mettre en place une relation peut-être différente entre les professionnels et puis certaines familles. Tout ça fait qu'effectivement, le lien professionnel-parent a évolué. Et, enfin, par ce projet, le lien professionnel-parent s'est enrichi. Et on a même parlé de renouement, ou en tout cas de création d'une relation de confiance. Le deuxième point qui me semble important, c'est le fait que ça a permis de faire apparaître ou de découvrir des potentiels chez les personnes qu'on n'imaginait peut-être pas. Mais ça, c'est aussi, je dirais,
comment dirais-je, une appréciation qui est propre peut-être un petit peu à notre monde, c'est qu'on voit d'abord les difficultés avant de voir les potentiels. L'autre point qui me semble important, tout à l'heure on parlait effectivement ce sont les liens qui se créent au travers d'un réseau. Et ça, pour nous, c'est important, d'autant plus que c'est vraiment dans la ligne politique qui est la nôtre, au travers d'un territoire. Et ça fait tomber effectivement des notions qu'on a l'habitude peut-être un peu trop d'entendre dans notre monde, entre les adhérents de telle union, de tel mouvement, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les adhérents de l'autre union d'à côté, qui ne sont pas tout à fait les mêmes d'adhérents qui ne sont pas parentaux avec ceux qui sont parentaux. Enfin, tout ça est derrière nous, tout ça est dépassé, tout ça est ancien, tout ça est vieux. Et tant mieux si des projets comme cela permettent, effectivement, parce qu'on ne se préoccupe que de la personne, de créer ces liens au niveau du territoire. Et puis, le lien entre les équipes pluridisciplinaires. En fait, on parle beaucoup de liens, on parle beaucoup de passerelles. Et je crois que ça, c'est un élément fort, un élément fort de ce projet. La deuxième partie peut-être un petit peu de mes propos, je pense que ça fait du bien pour un parent comme moi qui... suis amené à avoir des responsabilités, je le dis sans aucune prétention, mais qui suis amené à avoir des responsabilités, côtoyer effectivement des directeurs de cabinet ou échanger avec des personnes qui ont des responsabilités. Ça fait du bien de revenir à l'essentiel. Et ça donne du sens. Ça donne du sens à ce que l'on fait, parce qu'effectivement, au-delà des rencontres, au-delà de réunions, au-delà des conventions, au-delà des négociations, on sait pourquoi on fait ça, et des réunions comme celle-là, ça nous remet, ou en tout cas ça nous donne, c'est un ballon d'oxygène qui nous permet de dire effectivement, voilà pourquoi tu fais ça.